Le jeune général, les campagnes d'Italie de Napoléon, imagine l'Europe vers le milieu des années 1790, un monde en plein chaos. Les vieilles monarchies tremblaient, les idées révolutionnaires se propageaient comme un incendie, et les armées s'affrontaient dans des batailles qui donnaient l'impression que l'histoire se réécrivait du jour au lendemain. Et au milieu de tout ça, un jeune officier français presque inconnu commençait à graver son nom dans l'histoire. C'était Napoléon Bonaparte. L'Italie allait être la scène où il passerait de soldat prometteur à véritable légende. Il faut se rappeler, à ce moment-là, la France n'était pas encore le grand empire qu'elle deviendrait. La Révolution avait plongé le pays dans le désordre, les rois et les reines avaient perdu la tête, et l'Europe entière voulait écraser cette dangereuse expérience républicaine. La France était encerclée d'ennemis. Et par hasard ou par destin, on a confié l'armée d'Italie à un jeune officier corse d'une vingtaine d'années, sans grande expérience, mais avec une ambition énorme, une intelligence vive et une confiance en lui sans limite. Quand il a pris le commandement en 1796, ses troupes n'y croyaient pas trop. Mal équipés, affamés, souvent sans chaussures, ils ne s'attendaient à rien de ce petit général au fort d'accent corse. Mais Napoléon n'a pas perdu de temps. Il allait vers eux, leur parlait directement, leur promettait du pain, de la gloire et du butin. Plus encore, il leur donnait une vision. Ils partageaient leurs privations, mangeaient le même pain dur et savaient exactement trouver les mots pour les motiver. Petit à petit, il a gagné leur loyauté. Son vrai génie, c'était sa façon de faire la guerre. Alors que les vieux généraux menaient des campagnes lentes et prévisibles, Napoléon frappait vite, fort, et là où on ne l'attendait pas. Il connaissait le terrain du nord de l'Italie, les Alpes, les rivières, les vallées étroites et s'en servait comme d'une arme. Sa stratégie était simple, diviser l'ennemi, frapper chaque partie séparément et ne jamais lui laisser le temps de se regrouper. Et ça a marché. Dans une série de campagnes éclatantes, Napoléon a battu des armées plus grandes et mieux équipées. À Montenotte, il a écrasé les Autrichiens et les Piémontais. À Lodi, il a mené une charge héroïque sur un pont sous le feu ennemi, un acte de bravoure qui l'a transformé en figure presque mythique aux yeux de ses soldats. À Arcole, il a saisi un drapeau pour rallier ses troupes dans les marécages, les entraînant par sa seule volonté. Chaque victoire renforçait sa légende et changeait le regard de ses hommes, qui l'ont surnommé affectueusement le petit caporal. Mais Napoléon ne se contentait pas de gagner des batailles, il comprenait la politique. Après avoir chassé l'Autriche du nord de l'Italie, il imposa des traités qui renforçaient la France et rapportaient des sommes énormes. Cet argent nourrissait ses soldats et renflouait Paris. Il envoyait aussi en France des trésors et des œuvres d'art, remplissant le Louvre et donnant au peuple le sentiment que la Révolution enrichissait la nation. Il savait aussi soigner son image. Des peintres le représentaient héroïquement, les journaux louaient son génie, et ses bulletins officiels étaient lus à Paris avec passion. Napoléon ne commandait pas seulement une armée, il commandait aussi le récit. Et après des années de violence et de désillusion, les Français étaient avides d'un héros. En Italie, il renversait des princes, abolissait des privilèges féodaux et installait de nouvelles républiques inspirées par les idéaux révolutionnaires français. Pour beaucoup d'Italiens, c'était la première fois qu'on leur parlait de nation et non plus seulement de sujets obéissant à un prince étranger. Ces graines de nationalisme allaient pousser bien plus tard, au moment de l'unification italienne. En un an, Napoléon avait redessiné la carte de l'Italie, humilié l'Autriche et fait de son armée une force invincible. Le Directoire, ce gouvernement fragile à Paris, s'appuyait de plus en plus sur ses victoires. Mais surtout, il avait gagné une indépendance rare. Il négociait directement, imposait des traités et influençait la politique étrangère depuis le champ de bataille. En si peu de temps, il était passé d'un officier obscur d'artillerie à la figure militaire la plus célébrée de France. L'Europe entière ne pouvait plus l'ignorer. L'Italie avait été son laboratoire, l'endroit où il avait forgé sa légende, et ce n'était que le début. Bientôt viendrait l'expédition d'Égypte, puis le coup d'État qui le placerait à la tête de la France. Mais c'est bien en Italie que Napoléon est né comme personnage historique. La paix fragile d'Amiens et le retour de la guerre. Pendant presque 10 ans, l'Europe avait été prise dans un tourbillon de batailles,
d'alliance et de sang versé. Puis, au printemps 1802, un événement extraordinaire arriva. Le silence, les canons cessèrent de tirer, les armées arrêtèrent leur marche, et pour la première fois depuis que la Révolution avait plongé la France dans le chaos, il y eut la paix. On appela cela la paix d'Amiens. Et même si on pouvait croire que le monde reprenait enfin son souffle, cette paix était aussi fragile que du verre. Pour comprendre pourquoi elle comptait tant, il faut imaginer l'Europe de l'époque. La France, sous Napoléon, était passée du tumulte révolutionnaire à la position de puissance dominante sur le continent. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne, toujours vigilante, avait dépensé or et flotte dans chaque coalition contre la France, sans jamais réussir à renverser Napoléon. En 1802, les deux camps étaient épuisés. La Grande-Bretagne croulait sous les dettes, la France était lasse de la guerre et les peuples aspiraient au calme. Sur le papier, le traité était une victoire pour Napoléon. La Grande-Bretagne rendait la plupart des colonies qu'elle avait prises, et les conquêtes françaises en Europe, Belgique, Pays-Bas et grande partie de l'Italie étaient reconnues comme légitimes. À Paris, on célébrait Napoléon comme l'homme qui avait apporté la paix. Pour les gens ordinaires, ces quelques mois avaient des allures de miracle. Les touristes britanniques affluaient à Paris, les Français voyageaient à Londres, les familles se retrouvaient, le commerce reprenait. Après des années de fumée et de sang, entendre des rires dans les cafés et voir des navires transporter des marchandises plutôt que des soldats paraissait presque irréel. Mais tout le monde savait que cela ne durerait pas. Même pendant cette accalmie, Napoléon ne restait pas tranquille. Il réorganisait l'Europe, plaçait des troupes en Hollande, remodelait le gouvernement de la Suisse, renforçait son emprise sur l'Italie. En même temps, il envoyait des armées outre-mer, notamment à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, dans une tentative ratée d'écraser la Révolution. La Grande-Bretagne, de son côté, observait chaque geste avec méfiance. Elle refusait d'évacuer Malte comme prévu par le traité et continuait de bloquer les ports, étouffant le commerce français. La paix commença à se fissurer. Napoléon accusa la Grande-Bretagne de trahison, tandis que celle-ci le voyait comme un conquérant déguisé. En mai 1803, les relations s'effondrèrent et la guerre fut de nouveau déclarée. La fragile trêve avait duré à peine 14 mois, juste assez pour donner un aperçu de la paix, trop peu pour l'installer vraiment. Pour les gens ordinaires, le basculement était brutal. Une année, des touristes anglais flânaient librement dans Paris. L'année suivante, ils furent arrêtés et retenus comme otages dès la reprise de la guerre. La suspicion empoisonna l'air et les deux nations consacrèrent à nouveau toutes leurs forces à leurs armées et à leurs flottes. La colère de Napoléon se concentra sur la Grande-Bretagne. Il commença à préparer l'impensable, une invasion à travers la Manche. Sur la côte nord de la France, les troupes s'entraînaient, des bateaux à fond plat étaient construits, et la propagande promettait que l'aigle impérial planerait bientôt sur Londres. Mais un obstacle demeurait, la Royal Navy. La flotte britannique surveillait les mers comme un mur d'acier. Pour conquérir la Grande-Bretagne, Napoléon devait briser ce bouclier, ce qui allait mener à l'une des confrontations navales les plus spectaculaires de l'histoire. Trafalgar, où le nom de Nelson serait gravé dans le feu et la fumée. La paix d'Amiens n'avait été qu'une pause, une fragile parenthèse dans la tempête. Quand elle se rompit, le conflit revint avec encore plus de fureur. Napoléon et la Grande-Bretagne étaient désormais engagés dans un duel qui allait parcourir les océans, redessiner les cartes et décider du sort de l'Europe pour une génération entière. La paix fragile d'Amiens et le retour de la guerre. Pendant presque 10 ans, l'Europe avait été prise dans un tourbillon de batailles, d'alliances et de sang versé. Puis, au printemps 1802, un événement extraordinaire arriva. Le silence, les canons cessèrent de tirer, les armées arrêtèrent leur marche, et pour la première fois depuis que la Révolution avait plongé la France dans le chaos, il y eut la paix. On appela cela la paix d'Amiens. Et même si on pouvait croire que le monde reprenait enfin son souffle, cette paix était aussi fragile que du verre. Pour comprendre pourquoi elle comptait tant, il faut imaginer l'Europe de l'époque.
La France, sous Napoléon, était passée du tumulte révolutionnaire à la position de puissance dominante sur le continent. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne, toujours vigilante, avait dépensé or et flotte dans chaque coalition contre la France, sans jamais réussir à renverser Napoléon. En 1802, les deux camps étaient épuisés. La Grande-Bretagne croulait sous les dettes, la France était lasse de la guerre, et les peuples aspiraient au calme. Sur le papier, le traité était une victoire pour Napoléon. La Grande-Bretagne rendait la plupart des colonies qu'elle avait prises, et les conquêtes françaises en Europe, Belgique, Pays-Bas et grande partie de l'Italie étaient reconnues comme légitimes. À Paris, on célébrait Napoléon comme l'homme qui avait apporté la paix. Pour les gens ordinaires, ces quelques mois avaient des allures de miracle. Les touristes britanniques affluaient à Paris, les Français voyageaient à Londres, les familles se retrouvaient, le commerce reprenait. Après des années de fumée et de sang, entendre des rires dans les cafés et voir des navires transporter des marchandises plutôt que des soldats paraissait presque irréel. Mais tout le monde savait que cela ne durerait pas. Même pendant cette accalmie, Napoléon ne restait pas tranquille. Il réorganisait l'Europe, plaçait des troupes en Hollande, remodelait le gouvernement de la Suisse, renforçait son emprise sur l'Italie. En même temps, il envoyait des armées outre-mer, notamment à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, dans une tentative ratée d'écraser la Révolution. La Grande-Bretagne, de son côté, observait chaque geste avec méfiance. Elle refusait d'évacuer Malte comme prévu par le traité et continuait de bloquer les ports, étouffant le commerce français. La paix commença à se fissurer. Napoléon accusa la Grande-Bretagne de trahison, tandis que celle-ci le voyait comme un conquérant déguisé. En mai 1803, les relations s'effondrèrent et la guerre fut de nouveau déclarée. La fragile trêve avait duré à peine 14 mois, juste assez pour donner un aperçu de la paix, trop peu pour l'installer vraiment. Pour les gens ordinaires, le basculement était brutal. Une année, des touristes anglais flânaient librement dans Paris. L'année suivante, ils furent arrêtés et retenus comme otages dès la reprise de la guerre. La suspicion empoisonna l'air et les deux nations consacrèrent à nouveau toutes leurs forces à leurs armées et à leurs flottes. La colère de Napoléon se concentra sur la Grande-Bretagne. Il commença à préparer l'impensable, une invasion à travers la Manche. Sur la côte nord de la France, les troupes s'entraînaient, des bateaux à fond plat étaient construits, et la propagande promettait que l'aigle impérial planerait bientôt sur Londres. Mais un obstacle demeurait, la Royal Navy. La flotte britannique surveillait les mers comme un mur d'acier. Pour conquérir la Grande-Bretagne, Napoléon devait briser ce bouclier, ce qui allait mener à l'une des confrontations navales les plus spectaculaires de l'histoire. Trafalgar, où le nom de Nelson serait gravé dans le feu et la fumée. La paix d'Amiens n'avait été qu'une pause, une fragile parenthèse dans la tempête. Quand elle se rompit, le conflit revint avec encore plus de fureur. Napoléon et la Grande-Bretagne étaient désormais engagés dans un duel qui allait parcourir les océans, redessiner les cartes et décider du sort de l'Europe pour une génération entière. La chute de la Prusse. Iéna et Auerstedt brisent une armée. À l'automne 1806, la Prusse se voyait encore comme l'héritière fière de Frédéric le Grand, le royaume dont les soldats avaient autrefois marché avec une discipline de fer et écrasé les ennemis de l'Europe. Sa réputation militaire était légendaire, ses officiers se tenaient avec une confiance rigide, et son peuple croyait que l'armée était la colonne vertébrale même de l'État. Mais l'orgueil peut être dangereux. Quand la Prusse osa enfin défier Napoléon, elle découvrit que le monde avait changé, et dans les vallées d'Iéna et d'Auerstedt, cette vieille réputation vola en éclats en une seule journée. Les tensions couvaient depuis des mois. L'influence française s'étendait vite en Allemagne grâce à la Confédération du Rhin, un réseau d'États désormais lié à Napoléon plutôt qu'aux anciennes puissances. La Prusse, autrefois pilier central de la force germanique, se sentit humiliée et menacée. Ses dirigeants, partagés entre fierté et peur, se convainquirent que s'ils n'agissaient pas vite, leur royaume serait englouti. Mais au lieu de se préparer avec soin, ils trébuchèrent. Les diplomates lançaient des menaces. Les généraux fanfaronnaient. Et le roi Frédéric Guillaume hésitait sans cesse, jusqu'à ce que,
poussé par sa cour et surtout par la reine Louise qui plaidait avec passion pour la guerre, il la déclara. Napoléon, bien sûr, se préparait déjà à répondre. L'empereur français ne voyait pas la Prusse comme une menace sérieuse. À ses yeux, leur armée était un vestige, figé dans les exercices de parade du temps de Frédéric le Grand. Une armée de tradition, pas d'innovation, dirigée par des généraux âgés qui sous-estimaient combien la guerre avait changé depuis la Révolution. En face, les troupes de Napoléon étaient des vétérans aguerris, habitués aux marches rapides et aux combats mobiles. Organisées en corps autonomes, elles pouvaient manœuvrer et frapper avec souplesse bien plus que la machine lourde et rigide prussienne. Quand les deux camps se rencontrèrent enfin en octobre, son intuition fut confirmée. À Iéna, Napoléon affronta une grande armée prussienne. À l'aube, un brouillard épais couvrait les vallées, dissimulant les mouvements français. Utilisant le terrain, il fit avancer ses colonnes rapidement, frappant avant que les Prussiens n'aient pu se déployer. L'artillerie française pilonna les rangs figés, tandis que cavalerie et infanterie exploitaient chaque faille. Vers midi, le champ de bataille sombra dans le chaos. L'ancienne discipline prussienne s'effondra, et les soldats reculèrent en désordre. Ce qui devait être une épreuve de force devint une débâcle. Mais la véritable humiliation eut lieu à Auerstedt, à quelques kilomètres. Là, le maréchal Davout, avec un seul corps d'environ 25 hommes, tomba sur l'armée principale prussienne presque 2 fois plus nombreuse. Tout calcul disait qu'il devait être écrasé. Pourtant, ses troupes tinrent avec une discipline incroyable. Ils repoussèrent vague après vague, Davout galvanisant sans cesse ses soldats. À la fin de la journée, ce n'étaient pas les Français qui cédaient, mais les Prussiens, pourtant plus nombreux. La victoire fut si complète que Napoléon lui-même eut du mal à y croire. Battre l'armée ennemie principale avec un seul corps relevait de l'exploit. 2 victoires françaises en un jour signifièrent la catastrophe pour la Prusse. Ce ne fut pas une retraite organisée, mais un effondrement. L'armée, autrefois crainte, se dispersa en morceaux, poursuivie sans relâche par la cavalerie française. Des forteresses se rendirent sans combattre, des villes ouvrirent leurs portes sans résistance. La rapidité de l'effondrement stupéfia l'Europe. En quelques semaines, Napoléon entra triomphalement dans Berlin, tandis que ce qui restait de l'armée prussienne se cachait. Pour Napoléon, c'était plus qu'un triomphe militaire, c'était psychologique. L'aura de la force prussienne, la légende de Frédéric le Grand, tout s'effondra. La Prusse dut accepter des traités humiliants, perdre terre, ressources et prestige. Son armée était déshonorée, son roi humilié, et son peuple portait une blessure profonde. Mais de ce désastre naquit une prise de conscience. Des réformateurs comme Scharnhorst et Gneisenau commencèrent à transformer l'armée. Mérite plutôt que naissance, mobilité plutôt que rigidité, esprit national plutôt qu'obéissance aveugle. Des réformes civiles suivirent aussi. De l'humiliation allait sortir un renouveau, mais il faudrait du temps. Pour l'heure, fin 1806, Napoléon était maître de l'Europe centrale. Il avait écrasé l'Autriche, humilié la Russie et détruit la Prusse. Berlin était à ses pieds, et l'équilibre du pouvoir semblait entre ses mains. Mais à l'est, la Russie, encore blessée, préparait déjà sa revanche. Sur les champs glacés d'Eylau et de Friedland, Napoléon allait bientôt rencontrer une épreuve encore plus dure, la retraite de la Russie. Eylau, Friedland et le traité de Tilsit. L'hiver en Europe de l'Est n'est l'ami de personne. En février 1807, les soldats de Napoléon avançaient dans la neige, leurs bottes couvertes de glace, leur souffle givrant l'air. Face à eux, près de la petite ville d'Eylau, se tenait l'armée russe. Ce qui suivit fut l'une des batailles les plus terribles des guerres napoléoniennes, un affrontement si sanglant que Napoléon lui-même admit plus tard que ce n'était pas une vraie victoire. La bataille s'ouvrit sous une tempête de neige. Le vent fouettait, les tirs d'artillerie disparaissaient dans le brouillard blanc, et les Russes tenaient bon face aux assauts répétés. On se battait presque à l'aveugle, guidé par le bruit plus que par la vue. Quand la cavalerie du maréchal Murat chargea, ce fut comme un coup de tonnerre dans la tempête. Des milliers de cavaliers traversant le champ dans l'une des plus grandes charges de l'histoire. Ils percèrent les lignes russes. Mais même cela ne suffit pas à briser l'équilibre.
À la fin de la journée, le sol était jonché de dizaines de milliers de morts et de blessés. La neige tachée de rouge, Napoléon avait tenu le terrain, mais à un prix si lourd que la victoire en paraissait vide. La guerre, pourtant, c'est aussi une question d'endurance. Les mois suivants, la lutte continua. Puis vint juin et la ville de Friedland. Là, Napoléon trouva enfin le moment décisif qu'il attendait. Les Russes, commandés par Bennigsen, étaient coincés, le dos à la rivière Halle. Napoléon concentra ses forces et lança un assaut massif. L'artillerie française écrasa les positions, l'infanterie avança, et une nouvelle fois la cavalerie de Murat tonna sur le champ. Les Russes résistèrent avec acharnement, mais ne purent contenir la pression. À la nuit tombée, leur armée était brisée, fuyant dans le chaos, des ponts en flammes derrière eux. Friedland fut une victoire claire et totale, et avec la victoire vint la diplomatie. Quelques semaines plus tard, Napoléon et le tsar Alexandre Ier se rencontrèrent sur un radeau au milieu du Niémen près de Tilsit. L'image était inoubliable, deux jeunes empereurs, ennemis hier, côte à côte aujourd'hui. Ils dînèrent ensemble, marchèrent ensemble, et en public, jouèrent l'amitié. En privé, Napoléon séduisit le tsar avec une vision de partage du monde, la France dominant l'Ouest, la Russie l'Est. Le traité de Tilsit redessina la carte de l'Europe. La Prusse fut démembrée, humiliée, et la Russie accepta de rejoindre le blocus continental contre l'Angleterre. Un instant, il sembla que Napoléon avait même plié l'ours russe à sa volonté. La Russie avait cédé, mais son orgueil bouillait encore. Pour Napoléon, Tilsit marqua l'apogée de sa puissance en Europe, mais déjà, la glace sous ses pieds craquait. Ce qui allait suivre allait montrer si cette alliance tenait vraiment ou si elle allait se briser au premier choc. Wagram est l'apogée de la puissance napoléonienne. À l'été 1809, l'Autriche était prête à retenter sa chance. Battue à Austerlitz, humiliée par des traités qui l'avaient amputée, la monarchie des Habsbourg ne pouvait rester passive pendant que l'ombre de Napoléon s'allongeait sur l'Europe. Encouragée par la Grande-Bretagne et portée par les remous de l'Espagne, elle lança un nouveau pari. Il mènerait au champ sanglant de Wagram, l'une des plus rudes épreuves de Napoléon. Au début, la chance sourit aux Autrichiens. L'archiduc Charles, l'un des rares généraux capables de tenir tête à Napoléon, entra en Bavière et surprit les Français. Napoléon accourut et au printemps, on se battit à Aspernesling près de Vienne. Pour la première fois depuis des années, il fut stoppé net. Les ponts cédèrent sous le feu autrichien, les troupes françaises vacillèrent, et après 2 jours de carnage, Napoléon recula. L'Europe retint son souffle, le grand conquérant flanchait-il. Pas question d'en rester là. Il reconstruisit ses ponts, rassembla des renforts et prépara le choc décisif. Début juillet, sa gigantesque armée, près de 300 hommes venus de tout l'Empire, retraversa le Danube. Les Autrichiens, en nombre comparable, l'attendaient près du village de Wagram. Ce serait l'une des plus grandes batailles jamais vues en Europe. 2 jours durant, sous une chaleur écrasante, les canons tonnèrent et les lignes saignèrent. Les Autrichiens poussèrent fort, menaçant un flanc français. Mais Napoléon excellait dans la crise. Le 2e jour, il concentra plus d'une centaine de pièces en une batterie colossale et écrasa le centre ennemi jusqu'à le faire plier. Le maréchal Macdonald lança alors une immense colonne à l'assaut, droit dans le cœur de la ligne autrichienne. Pari brutal, qui réussit. Le 6 juillet au soir, l'armée autrichienne rompit et prit la fuite. Victoire, oui, mais sans l'éclat d'Austerlitz. Coûteuse, sanglante, elle ébranla même les Français. L'Autriche dut signer le dur traité de Schönbrunn. Perte territoriale, indemnité, recul politique. Elle survivait toutefois, pliée mais pas brisée, et cette ténacité compterait plus tard. Pour Napoléon, Wagram fut à la fois triomphe et avertissement. On pouvait encore écraser l'Europe, mais le prix montait. Dans l'immédiat pourtant, son étoile brillait plus fort que jamais. Vers 1810, son influence couvrait presque tout le continent.
La France administrait directement de vastes régions, et ses frères, sœurs et maréchaux occupaient des trônes en Espagne, à Naples, en Hollande et ailleurs. Le code civil, la fin des privilèges féodaux et l'égalité devant la loi se répandaient. Pour beaucoup, c'était la modernité qui arrivait, balayant les vieilles aristocraties. Mais l'Empire reposait autant sur la réforme que sur l'obéissance. Partout, on exigeait impôts, soldats, loyauté. L'Espagne brûlait dans une guérilla sans fin. En Allemagne et en Italie, des murmures nationalistes naissaient. En France même, des familles pleuraient des fils arrachés à des campagnes interminables. La victoire avait un coût. Pour l'heure, Napoléon semblait invincible. La Russie, battue à Friedland, s'était rapprochée à Tilsit. L'Autriche, vaincue à Wagram, céda plus que des terres. Elle donna une épouse, l'archiduchesse Marie-Louise. Un mariage politique, saut de légitimité pour un outsider corse. Quand elle lui donna un fils en 1811, on le titra roi de Rome. Pour Napoléon, le destin paraissait scellé. Sous la surface pourtant, les fissures s'élargissaient. La Grande-Bretagne tenait bon, maîtresse des mers, son commerce vivace, malgré le blocus. En Espagne, l'armée française s'épuisait, et à l'est, l'alliance avec la Russie née sur un radeau à Tilsit commençait déjà à se déliter. Reste qu'en 1810-1811, c'était le zénith. Depuis Paris, ses décrets redessinaient des royaumes. Ses armées bougeaient comme l'extension de sa volonté. L'Europe tremblait à son nom. On aurait dit moins un homme qu'une force de l'histoire. Mais toute ombre, si longue soit-elle, finit par décroître quand la lumière change. Fissure dans l'Empire et le Paris en Russie. À première vue, l'Empire de Napoléon paraissait imbattable. De la côte atlantique jusqu'au cœur de l'Europe centrale, son pouvoir s'étendait plus largement que jamais un roi de France n'avait osé rêver. Austerlitz, Iéna, Wagram, ses victoires avaient brisé des dynasties, humilié des nations. Mais sous cet éclat, quelque chose de fragile apparaissait. Plus son empire grandissait, plus des fissures se formaient non pas à cause d'armées ennemies, mais des peuples qu'il prétendait libérer. Napoléon avait promis liberté, égalité, fin des privilèges féodaux. En Italie ou dans le Rhin, ces réformes furent d'abord bien accueillies. Impôts abolis, lois modernisées, corporations supprimées. Mais vite, la libération sembla devenir occupation. Les impôts tombaient sans pitié. La conscription vidait les villages de leurs fils. Et partout, les terres étrangères devaient servir la France d'abord. L'exemple le plus flagrant fut l'Espagne. En 1808, quand Napoléon plaça son frère Joseph sur le trône, le pays explosa de colère. Les prêtres prêchaient la résistance, les paysans prenaient les fusils, les villages devenaient des pièges. La guérilla Monella bassaigna l'armée française. Routes mortelles, cols piégés, villes transformées en champs de bataille. Ce qui devait être une conquête rapide devint une plaie ouverte. Et l'Espagne n'était pas seule. En Allemagne, des sociétés secrètes rêvaient de liberté. Les Prussiens, humiliés, préparaient en silence leur revanche. Les Italiens en avaient assez des impôts et des guerres lointaines. Même les Pays-Bas et la Belgique, intégrés à l'Empire, souffraient des pénuries du blocus continental. Plus à l'est, les Polonais espéraient un État, mais Napoléon s'arrêta à mi-chemin. En Russie, le tsar Alexandre défiait ouvertement le blocus, laissant passer les marchandises anglaises. Les fissures s'élargissaient comme des craquements sur la glace. Et quand la Russie osa dire non, elles devinrent un gouffre. Le plus grand pari de Napoléon. En 1812, il rassembla la plus grande armée jamais vue en Europe. Sur les rives du Niémen, plus de 600 hommes français, italiens, allemands, polonais, hollandais, même des Espagnols forcés attendaient. Canons, chevaux, chariots s'étendaient à perte de vue. Le 24 juin, ils franchirent la frontière russe. Mais les Russes refusaient la bataille. Ils reculaient, brûlant champs et villages. Smolensk tomba, mais Alexandre ne céda pas. La grande armée s'enfonçait dans l'immensité, loin de ses vivres, sous un soleil impitoyable. Les hommes tombaient d'épuisement, les chevaux mouraient par milliers, la faim gagnait.
Napoléon avançait toujours. Il voulait une victoire décisive, comme à Austerlitz, pour forcer la paix. Ses maréchaux prônaient la prudence, mais son orgueil exigeait l'affrontement. C'était un duel. L'endurance russe contre la vitesse française, la patience contre l'ambition. Et tandis qu'il approchait de Moscou, le monde retenait son souffle. La grande armée briserait-elle la Russie ou la Russie deviendrait-elle le tombeau du rêve napoléonien? Borodino, Moscou et la longue retraite, l'été 1812 devait être rapide et glorieux. Napoléon pensait qu'en marchant jusqu'au cœur de la Russie, il forcerait le tsar à négocier. Mais de Smolensk à Borodino, ce fut une marche de feu et d'épuisement, l'une des plus coûteuses de sa carrière. La grande armée entra en Russie avec plus de 600 hommes, mais les Russes refusaient l'affrontement frontal. Ils reculaient, brûlant tout. À Smolensk, la bataille transforma la ville en brasier. Napoléon s'en empara, mais encore une fois, les Russes s'échappèrent, ne laissant que des ruines. Puis vint Borodino, à 70 miles de Moscou. Le 7 septembre, 250 000 d'hommes se faisaient face. Les Russes, retranchés derrière de puissantes fortifications, voulaient user l'ennemi. Napoléon croyait qu'en frappant assez fort, il briserait leurs lignes. Ce fut l'un des jours les plus sanglants des guerres napoléoniennes. Colonnes françaises lancées encore et encore contre les redoutes. Fumée épaisse, artillerie tonnante, cavalerie déferlante, le sol saturé de sang. Le soir venu, les Français avaient pris le grand redoute, mais au prix de dizaines de milliers de vies. Les Russes se retirèrent meurtris mais debout. La route vers Moscou s'ouvrit. Napoléon entra dans la ville, persuadé que la guerre était finie. Mais Moscou était vide. Ses habitants avaient fui. Puis, les flammes dévorèrent la cité. Des quartiers entiers brûlèrent. Les Russes préféraient détruire leur capitale plutôt que nourrir l'ennemi. Coup terrible. Sans Moscou, pas de vivres pour l'hiver. Pourtant, Napoléon attendit encore, espérant un signe du tsar. Rien ne vint. En octobre, il donna enfin l'ordre de battre en retraite. Au début, l'ordre tenait. Mais le froid arriva. Gel, neige, famine, discipline qui s'effondrait. Des hommes mouraient debout. Les chevaux s'effondraient. Les chariots abandonnés. La grande armée se désintégrait. Les Russes frappaient sans cesse. Cosaques harcelant les colonnes. Combat sanglant à Vyazma et Krasnoï. Puis la Bérésina. Sous le feu ennemi, des ponts fragiles jetés sur les eaux glacées. Foule en panique, milliers noyés ou massacrés. Napoléon et son noyau passèrent, mais à un prix effroyable. En décembre, ce qui restait de la grande armée n'était qu'une ombre, silhouette famélique dans la neige. Des centaines de milliers partis, à peine une fraction revenue. Borodino, Moscou. La retraite, tout cela brisa l'aura d'invincibilité de Napoléon. Les rivaux qui tremblaient jadis flairèrent leur chance. Les flammes de Moscou n'annonçaient pas la victoire, mais le début de la fin, une histoire d'orgueil, d'endurance et de la terre russe impitoyable. La bataille des nations et l'invasion de la France, à l'automne 1813, la marée avait tourné. L'empereur, autrefois invincible, maître d'un empire de Lisbonne à Varsovie, voyait ses domaines se fissurer. La retraite de Russie lui avait coûté près d'un demi-million d'hommes, une perte si énorme que même son génie ne pouvait cacher la faiblesse qui restait. Il rassembla de nouvelles armées, mais elles étaient pleines de conscrits, loin de la trempe des vétérans d'Austerlitz, Iéna ou Wagram. Pendant ce temps, ses ennemis gagnaient en force et en audace. La Prusse, relevée de son humiliation, rejoignit l'Autriche, la Russie et la Suède. La Grande-Bretagne fournissait or et flotte. Ensemble, ils formèrent la 6e coalition, décidée à en finir. Leurs armées convergèrent vers Leipzig, en Saxe, pour la bataille qui déciderait du sort de l'Europe. La scène ne pouvait être plus grande. En octobre, Napoléon marcha avec environ 200 000 hommes, une force redoutable, mais inférieure à ses anciennes grandes armées. En face, plus d'un demi-million de coalisés russes, prussiens, autrichiens, suédois, dirigés par un patchwork de généraux et de souverains. C'était la plus grande bataille qu'ait connue l'Europe avant 1914. Un choc si vaste qu'aucun commandant ne pouvait en contrôler tous les fronts. Au début, Napoléon retrouva des éclairs de son génie.
Le 16 octobre, il frappa avec précision et repoussa les Alliés sur plusieurs secteurs. Un instant, on crut à la magie d'autrefois, à la victoire contre toute attente. Mais cette fois, ses adversaires ne plièrent pas. Ils l'avaient étudié, tiré les leçons de leur défaite et coordonnaient désormais leurs armées avec une volonté nouvelle. Les renforts alliés affluaient jour après jour. Les 17 et 18, Napoléon se retrouva presque 2 contre 1, pressé de toutes parts. Les combats furent acharnés et impitoyables. Des villages comme Wachau, Libertolkwitz et Probstheida devinrent des charniers, disputés encore et encore. Les canons tenaient au point de faire trembler la terre. La fumée épaississait l'air, brouillant amis et ennemis. Des recrues françaises, à peine formées, affrontaient l'horreur charge à la baïonnette, maisons qui s'effondrent, champs couverts de morts. Les maréchaux aguerris tenaient comme ils pouvaient, mais la pression ne faiblissait pas. Puis vint la trahison. Le 18 octobre, en plein effort, Napoléon lança une contre-attaque qui aurait pu stabiliser sa ligne. Mais, au moment d'avancer, les Saxons, alliés des Français, tournèrent leurs canons contre eux et passèrent à l'ennemi. Le choc fut terrible. La confusion gagna les rangs, le moral se brisa, des unités entières fléchirent. La résistance, jusque-là désespérée mais organisée, se défit. Le 19 octobre, Napoléon ordonna la retraite sur l'Elster. Désastre, l'unique pont, encombré d'hommes, de chariots et d'artillerie, fut détruit trop tôt, dans la panique. Des milliers restèrent coincés, certains se noyèrent, d'autres furent fauchés. La retraite devint hécatombe. Napoléon perdit près de 70 000 hommes. Les pertes alliées furent encore plus lourdes, mais la victoire, elle, était décisive. Leipzig, la bataille des nations, brisa l'aura d'invincibilité de Napoléon. Ses ennemis, jadis craintifs, le virent vulnérable. Le mythe de l'empereur intouchable s'écroula, entraînant les fondations de son empire. De Leipzig, la route ne menait plus aux conquêtes, mais vers l'ouest en France, où il allait combattre en défenseur désespéré. Début 1814, la guerre arriva chez lui. Pendant plus de 10 ans, les aigles impériales avaient volé sur des terres étrangères, mêlant crainte et admiration. Désormais, c'était la France qui subissait l'invasion. Les armées de la coalition franchirent les frontières de tous côtés. Le chasseur devenait la proie. Il ne s'agissait plus d'empire, mais de survie. Napoléon n'était pas prêt à abandonner. Ses forces étaient réduites, mais son énergie et son talent restaient uniques. Dans la campagne de 1814, il bondit à travers l'est de la France avec une vitesse fulgurante, frappant des corps ennemis isolés avant qu'ils ne se rejoignent. À Champaubert, Montmirail, Montereau, il remporta des victoires qui rappelèrent son brio. Ces jeunes recrues, portés par sa présence, combattirent comme des anciens. L'espace d'un instant, on crut au retour du miracle d'Austerlitz ou d'Iéna, mais le génie ne l'emporta pas sur le nombre. À chaque victoire française, de nouvelles armées coalisées pénétraient plus profond en France. Les ennemis, vaccinés par l'expérience, évitaient la bataille décisive. Ils avançaient méthodiquement de plusieurs directions à la fois, forçant Napoléon à étirer des forces déjà trop maigres. Pas à pas, ils se refermèrent. Le peuple, autrefois électrisé par les victoires, était las. Les années de conscription, de guerre sans fin et d'impôts avaient usé les esprits. Des villages qui acclamaient jadis les colonnes françaises regardaient passer en silence, sans joie ni colère. À Paris, le mécontentement montait. On murmurait « Peut être que la paix, même au prix de l'empereur, valait mieux que la guerre ». En mars, les Alliés atteignirent la capitale. Napoléon, qui combattait encore à la campagne, revint trop tard. Paris capitula. Le Sénat, jadis son instrument, se retourna contre lui et prononça sa déchéance. Cerné par ses ennemis et trahi par la politique intérieure, Napoléon dut abdiquer. L'homme qui avait dominé presque toute l'Europe se retrouva acculé chez lui. Il savait encore gagner des batailles, mais plus la guerre. Pour l'instant, l'exil l'attendait. Et pourtant, même vaincu, son histoire n'était pas finie. À l'horizon, les 100 jours et Waterloo se profilaient, mais après Leipzig et l'invasion de la France, la fin d'un empire avait déjà commencé. Waterloo, le dernier jugement. À l'aube du 18 juin 1815 en Belgique, la pluie avait transformé les champs en boue.
C'était le jour où Napoléon, revenu d'exil, allait affronter l'Europe coalisée. En 100 jours, il avait repris le pouvoir, galvanisé ses anciens soldats et pris de court les monarques. Mais la coalition Angleterre, Prusse, Autriche, Russie rassembla vite ses forces. En juin, Napoléon attaqua pour séparer les Britanniques de Wellington et les Prussiens de Blücher. Victoire à Ligny, accrochage à 4 bras, tout allait se jouer dans une dernière bataille. Le champ s'étendait entre 2 crêtes. Wellington retranché sur l'une, Napoléon aligné sur l'autre. Son plan, écraser les Britanniques avant l'arrivée des Prussiens. La bataille commença tard, les canons secouant la terre détrempée. À Hougoumont, une ferme fortifiée, les Anglais tinrent tête à des assauts répétés. À la Haye-Sainte, les Français s'emparèrent du bâtiment et menaçaient le centre ennemi. L'issue sembla vaciller, mais Ney lança de folles charges de cavalerie sans appui d'infanterie. Les carrés britanniques tinrent bon, fusils et baïonnettes dressés. Des heures perdues, puis, en fin d'après-midi, un grondement à l'horizon. Les Prussiens arrivaient. Blücher tenait parole. Napoléon lança sa dernière réserve, la garde impériale. Ses vétérans invaincus montèrent la colline, tambour battant. Mais une volée meurtrière les stoppa. « La garde recule !» cria-t-on. La panique gagna l'armée française, qui s'effondra. Napoléon quitta le champ. En quelques semaines, il abdiquait une seconde fois. Cette fois, pas l'Elbe, Sainte-Hélène, un rocher perdu dans l'Atlantique, où il finirait ses jours. Waterloo n'était pas une bataille comme les autres. C'était la fin d'une ère, le dernier acte d'un destin hors du commun. Napoléon chuta dans la boue et la fumée, mais son ombre continua de hanter l'Europe et l'histoire. Adder, si tu as aimé ce voyage à travers les grandes batailles et tournants de l'histoire, n'hésite pas à liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. As-tu un moment préféré dans l'épopée napoléonienne, Austerlitz, la campagne de Russie ou son retour des 100 jours? Dis-le en commentaire. Atut. Et pour d'autres plongées épiques dans les récits qui ont façonné le monde, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À bientôt, continue d'explorer, de questionner, et on se retrouve dans la prochaine aventure. L'Europe sur le fil, la tempête révolutionnaire avant Napoléon. Imagine te réveiller à la fin des années 1780 et découvrir que le monde que tu croyais solide est en train de s'écrouler. Depuis des siècles, les rois et les reines régnaient, les nobles possédaient des richesses immenses, et les gens ordinaires devaient se taire et obéir. Mais en France, tout bascule. La Révolution française n'était pas une simple dispute locale, c'était un tremblement de terre qui a fait trembler toutes les cours royales d'Europe. Au début, beaucoup de rois se sont moqués du désordre à Paris. Ils pensaient que les Français faisaient juste un de leurs bruyants débats politiques. Mais quand Louis XVI a été jugé, puis exécuté en janvier 1793, tout a changé. Un roi décapité par son propre peuple. Cette image a glacé le sang de toutes les monarchies d'Europe. Si les Français pouvaient tuer leur roi, qu'est-ce qui empêcherait les autres peuples de se révolter à leur tour? En un rien de temps, la France s'est retrouvée en guerre contre presque tous ses voisins. L'Autriche et la Prusse ont attaqué les premiers pour écraser la Révolution avant qu'elle ne se propage. L'Angleterre est vite entrée dans le jeu, suivie par l'Espagne et les Pays-Bas. Ce qui avait commencé comme une révolution nationale est devenu un incendie qui embrasait tout le continent. Au départ, l'armée française était un vrai désastre. Les officiers avaient fui, la discipline était fragile et les soldats manquaient de tout. Mais voilà le twist. Ces hommes ne se battaient pas pour un roi ni seulement pour un salaire. Ils croyaient qu'ils se battaient pour quelque chose de neuf. Liberté, égalité, fraternité. Cette passion les rendait imprévisibles et redoutables. Des villages entiers envoyaient leurs jeunes au front, et les armées de la Révolution grossissaient à vue d'œil, devenant des forces gigantesques jamais vues en Europe. Mais cette ardeur avait un prix. La Révolution dévorait ses propres enfants. En France, la terreur faisait tomber les têtes de tous ceux soupçonnés de trahison. À Paris, la peur régnait, les dirigeants montaient et chutaient en quelques jours. Tout cela aurait pu condamner la France, sauf que ses ennemis l'ont sous-estimé. À Valmy, en 1792,
Des troupes révolutionnaires mal préparées ont tenu tête à des armées professionnelles et ont stupéfié l'Europe entière. Du coup, ce n'était plus la France qui s'effondrait, mais l'Europe qui devait affronter une guerre d'un genre nouveau. Les vieilles monarchies étaient horrifiées. Ce n'était pas une guerre classique pour des terres ou des héritages dynastiques. C'était une lutte d'idées. Est-ce que les rois pouvaient encore survivre dans un monde où le peuple voulait avoir son mot à dire? Chaque bataille devenait un test. Est-ce que l'avenir de l'Europe allait être monarchique ou révolutionnaire? Et au cœur de cette tempête, un jeune officier corse d'artillerie commençait à se faire remarquer. Sa manière de penser la stratégie, son audace sur le champ de bataille, tout cela allait bientôt le projeter sur le devant de la scène. Mais ça, c'est une autre histoire, celle de ses campagnes d'Italie. Pour l'instant, l'Europe tremblait, les trônes chancelaient, et la scène était prête pour qu'un homme chevauche la tempête révolutionnaire jusqu'à l'Empire. Le Paris de Napoléon, des sables au trône. Imagine ça. Le jeune Napoléon, à peine dans la vingtaine, debout sur le pont d'un navire français, en était 1798. Le soleil méditerranéen tape fort, et au loin, les sables d'Égypte scintillent comme un mirage. Pourquoi l'Égypte? C'est la première question que tout le monde posait à l'époque. La France était en guerre contre la Grande-Bretagne, et l'idée de Napoléon était audacieuse. Couper l'Angleterre de l'Inde, le joyau de son empire, en frappant l'Égypte. Si ça marchait, il écrasait le commerce britannique et donnait à la France une puissance mondiale. Si ça échouait, c'était un pari risqué qui pouvait tout lui coûter. Déjà célèbre après ses victoires éclairs en Italie, Napoléon ne cherchait pas seulement la guerre. Il voulait la gloire, oui, mais aussi la connaissance. Avec lui, il amena une véritable armée de savants, d'érudits et d'artistes, plus de 150. Imagine. Une armée portant non seulement des fusils, mais aussi des télescopes, des carnets de croquis et des instruments de mesure. Ces hommes allaient découvrir des temples antiques, cataloguer des animaux étranges et tomber sur quelque chose qui allait bouleverser le monde entier de l'histoire, la pierre de Rosette. Mais l'Égypte n'était pas l'Italie. Le soleil était impitoyable, le désert sans fin et les vivres manquaient. Les soldats marchaient des jours dans le sable brûlant, leurs uniformes lourds, leurs gourdes vite vides. Beaucoup moururent de maladie avant même d'affronter un ennemi. Pourtant, Napoléon avança. À la bataille des Pyramides, ses carrés disciplinés écrasèrent la cavalerie mamelouk à l'ombre des monuments anciens. Le Caire tomba, et un instant il sembla que son pari avait payé. Puis vint le désastre. La flotte de Nelson trouva les Français ancrés à Aboukir. La bataille du Nil tourna au cauchemar. Navires français explosant, mâts tombant dans la mer, milliers de marins morts. Le rêve de Napoléon de relier la France à l'Inde par la mer s'effondra en une seule nuit. Son armée resta piégée en terre hostile, coupée de tout renfort. Les coups continuaient. Des révoltes éclatèrent au Caire. Les Ottomans menaçaient. Une marche vers la Syrie se termina dans la peste et l'échec devant Saint-Jean d'Acre. L'aura d'invincibilité de Napoléon s'assombrit. En 1799, voyant la chance lui échapper, il s'éclipsa discrètement, laissant derrière lui une grande partie de son armée pour rentrer en France. Militairement, la campagne était un échec, mais paradoxalement, elle lui donna exactement ce dont il avait besoin. Une histoire dramatique de gloire et de survie et l'occasion de revenir en France au moment parfait. Car la France, elle, tombait en morceaux. Imagine une salle de gouvernement où tout le monde crie, personne ne se fait confiance, et chaque décision menace de tout faire s'écrouler. C'était le Directoire, à l'automne 1799, corrompu, indécis, assiégé par des ennemis de tous côtés. Le peuple en avait marre, faim, peur, besoin de stabilité. Et dans cette tempête arriva Napoléon Bonaparte, revenu d'Égypte, toujours vu comme le grand espoir de la nation. Les politiciens Sieyès et Ducos savaient que le Directoire ne tiendrait pas. Ils voulaient quelqu'un de fort, populaire, décisif. Ils se tournèrent vers Napoléon. Le 18 Brumaire, 9 novembre dans notre calendrier, le coup d'État commença. Les députés furent déplacés hors de Paris sous prétexte de danger. Les soldats remplissaient les rues. Les canons attendaient. En surface, l'ordre. En dessous, la tension.
À l'intérieur, le coup faillit s'effondrer. Napoléon entra dans la salle, bafouilla son discours, faillit être attaqué par des députés furieux. Un instant, le pari sembla perdu. Puis son frère Lucien intervint, déclarant que l'Assemblée était menacée par des radicaux. Les soldats entrèrent, baïonnettes au clair, et vidèrent la salle. À la fin de la journée, le directoire n'existait plus. Le consulat était né. Sur le papier, le pouvoir était partagé entre 3 hommes. En vérité, Napoléon tenait déjà les rênes. En à peine un an, il était passé des sables brûlants d'Égypte au trône de France. Un pari coûteux avait échoué à l'étranger, mais chez lui, il lui ouvrait la voie vers le pouvoir absolu. Reconstruire la France et la route de Marengo. Imagine la France au tournant du XIXe siècle. La Révolution avait tout bouleversé, renversé des trônes, laissé les rues résonner de cris et d'exécutions. Quand Napoléon Bonaparte s'avança, le pays était épuisé là du chaos. De l'inflation, des pénuries de nourriture et des expériences politiques sans fin qui ne tenaient jamais. Le peuple ne voulait plus de grands discours sur la liberté ou l'égalité. Il voulait du pain sur la table, de la stabilité dans sa vie, et quelqu'un capable de recoller la France. C'est exactement ce que le consulat apporta. Après le coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon ne s'est pas simplement proclamé chef. Il s'est présenté comme un sauveur, mais sous le masque d'un républicain. Au lieu de ramener la monarchie tout de suite, il créa le consulat. Avec 3 consuls au sommet, même si tout le monde savait qui commandait vraiment. Napoléon était premier consul, les autres faisaient surtout décoration. L'astuce, c'était que les gens croyaient encore vivre dans un système issu de la Révolution, et pas une trahison directe. Et Napoléon avait compris quelque chose d'essentiel. Les idéaux sur le papier ne valaient rien si la vie quotidienne restait brisée. Alors il répara les fissures. Il stabilisa la monnaie en créant la Banque de France, ce qui rassura aussi bien les commerçants que les paysans. Il balaya des siècles de confusion féodale avec le Code civil, une loi unique pour tous les citoyens. Il rétablit des liens avec l'Église catholique grâce au Concordat de 1801, permettant le culte tout en gardant l'état maître du jeu. Il créa des écoles, les lycées, pour former non seulement les nobles, mais aussi les fils de la classe moyenne à servir l'État et l'armée. Pas à pas, il reconstruisit une France dans laquelle les gens pouvaient croire à nouveau. Mais la stabilité à la maison ne suffisait pas. Pour asseoir sa place, Napoléon avait besoin d'une victoire éclatante à l'étranger. L'Autriche avait repris une grande partie du nord de l'Italie, menaçant d'effacer les gains des guerres révolutionnaires. Si Napoléon frappait fort là-bas, son pouvoir serait assuré. Au printemps 1800, il entreprit l'une des marches les plus audacieuses de sa carrière. Imagine des murs de neige, des pics acérés touchant le ciel, et un sentier étroit serpentant dans les Alpes. La plupart des généraux auraient dit que c'était de la folie. Mais Napoléon choisit le col du Grand Saint-Bernard, faisant traîner ses canons sur des traîneaux glacés, ses soldats accrochés à des cordes pour ne pas tomber dans le vide, mâchant des lanières de cuir quand la nourriture manquait. C'était une épreuve terrible et pourtant, quand ils débouchèrent dans les plaines d'Italie, les Autrichiens furent stupéfaits. Personne n'aurait cru voir surgir une armée de ce côté-là. Le pari culmina le 14 juin 1800, près du village de Marengo. Au début, ce fut un désastre. Les Autrichiens écrasaient les Français, les repoussant heure après heure. Napoléon lui-même rassemblait des hommes en fuite, mais à midi, la défaite semblait certaine. Puis, comme un coup de tonnerre, les renforts du général Desez arrivèrent. Cette bataille est totalement perdue, dit-il, mais il n'est que 2 heures, et il reste le temps d'en gagner une autre. Alors, les Français contre-attaquèrent. L'artillerie tonna, la cavalerie chargea, et les Autrichiens, qui se croyaient vainqueurs, s'effondrèrent. Le soir venu, les Français dominaient le champ de bataille. Marengo n'était pas qu'une bataille, c'était le moment où Napoléon assura son pouvoir. La nouvelle de la victoire se répandit en France comme un incendie. Quelques mois plus tôt, sa position après le coup d'État était encore fragile. Désormais, il était le sauveur qui avait reconstruit la France chez lui et écrasé l'Autriche dehors. Le consul était devenu un héros.
et la route vers un pouvoir encore plus grand s'ouvrait devant lui. L'invasion qui n'eut jamais lieu. Napoléon face à la Manche. Imagine la scène. Au début des années 1800, le long de la côte nord de la France, des milliers d'hommes s'entraînent sur les plages, des navires s'amassent dans les ports, et un immense campement s'étend à perte de vue. De Calais à Boulogne, les soldats français répètent l'embarquement sur les bateaux, la cavalerie attend avec ses chevaux, et des canons sont alignés en rang impeccable. Napoléon Bonaparte, maître de la France, n'a qu'une idée en tête, traverser la Manche et porter la guerre au cœur de la Grande-Bretagne. Pour la première fois depuis Guillaume le Conquérant en 1066, la France se préparait à franchir l'eau et frapper son rival insulaire. Le plan était audacieux. La Grande-Bretagne avait toujours été l'ennemi le plus obstiné de la France. Finançant les coalitions, gardant une flotte puissante, refusant toute paix durable. Napoléon pensait que tant que l'île resterait intouchée, elle trouverait toujours le moyen d'agiter l'Europe contre lui. Pour y mettre fin, il rêvait de faire défiler sa grande armée dans Londres, humiliant l'Angleterre comme il avait humilié l'Autriche et la Prusse. Une telle victoire, croyait-il, assurait son empire et briserait le soutien financier de toutes les coalitions britanniques. Mais la Manche n'était pas qu'un bras de mer, c'était une forteresse. La Royal Navy la surveillait jour et nuit, commandée par des amiraux chevronnés comme Horatio Nelson, dont la seule réputation suffisait à inquiéter les Français. Napoléon entreprit de bâtir une force d'invasion sans précédent. Dans les vastes camps de Boulogne, plus de 100 000 soldats vivaient sous une discipline stricte, leurs tentes formant une véritable ville militaire. Ces hommes répétaient sans relâche des débarquements simulés, courant des barges jusqu'au rivage au son des tambours. Des régiments entiers s'exerçaient au ballet compliqué du débarquement de l'artillerie, des chariots et de la cavalerie. On construisit des barges à fond plat pour transporter hommes, chevaux et canons à travers les eaux. Lente et peu maniable, elle pouvait en théorie faire passer l'armée en vagues successives, à condition que la Manche soit libre. Sur les falaises, des tours de sémaphore envoyaient des signaux codés pour coordonner cette immense entreprise. C'était une machine de guerre prête à se mettre en marche, mais aussi un spectacle destiné à impressionner. Napoléon voulait que l'Angleterre sache que son isolement ne durait pas éternellement. Trafalgar, la victoire décisive de Nelson en mer, imagine-toi debout sur le pont d'un navire, le vent glacé qui mord ta peau, le sel qui pique ton visage, et au loin les silhouettes de dizaines de vaisseaux ennemis qui se dessinent à l'horizon. C'était le matin du 20 et un octobre 1805, au large de l'Espagne, près du cap Trafalgar. Le rêve de Napoléon de traverser la Manche et de mettre la Grande-Bretagne à genoux dépendait de la puissance combinée des flottes françaises et espagnoles. Mais face à elle se trouvait l'amiral Horatio Nelson, un nom qui allait bientôt devenir légendaire. Nelson poursuivait la flotte française depuis des mois, en Méditerranée puis dans l'Atlantique, toujours un pas derrière. Il savait que les camps d'invasion de Napoléon à Boulogne ne pouvaient réussir que si la marine française dominait la Manche. Pour la Grande-Bretagne, empêcher cela n'était pas seulement une question de stratégie, mais de survie. Quand la flotte française de Villeneuve rejoignit les Espagnols à Cadix, ils pensaient que leur supériorité numérique suffirait. Ensemble, ils avaient 33 vaisseaux de ligne, des milliers de marins et de soldats. Nelson n'en avait que 27. Sur le papier, la balance penchait contre lui. Mais Nelson n'était pas un homme qui combattait selon les règles établies. Son génie venait de son audace, de son imagination et de sa volonté de tout risquer sur des manœuvres inattendues. À l'époque, les batailles navales obéissaient à des codes stricts, 2 lignes parallèles échangeant des bordées jusqu'à ce qu'une cède. Nelson jeta ses règles par-dessus bord. Il divisa sa flotte en 2 colonnes et fonça droit sur la ligne ennemie. Pour les vétérans, c'était du suicide. Approcher ainsi signifiait encaisser des salves entières avant de pouvoir riposter. Mais Nelson savait que, s'il brisait la ligne, il pourrait couper la flotte adverse en morceaux et détruire chaque groupe séparément. Il comptait aussi sur un autre atout, l'esprit de ses hommes. Avant la bataille, il envoya un message devenu mythique. L'Angleterre attend de chaque homme qu'il fasse son devoir.
Une phrase simple mais qui gonfla de fierté et de courage des marins souvent pauvres, épuisés et enrôlés de force. Ils allaient se battre en croyant porter le destin de leur nation sur leurs épaules. La bataille fut d'une violence inouïe. La fumée recouvrait la mer, les canons tonnaient, les coques volaient en éclats, les mâts s'écroulaient, les ponts ruisselaient de sang. Mais le plan de Nelson fonctionna. La ligne franco-espagnole se brisa dans la confusion. Les navires se heurtaient, incapables de manœuvrer, tandis que l'artillerie britannique, plus rapide et précise, les écrasait. Un à un, les vaisseaux ennemis tombèrent. Le Bucentaure, navire amiral français, fut encerclé et forcé de se rendre. Le Santissima Trinidad, géant espagnol aux 100 canons, fut submergé. Au total, 22 navires ennemis furent capturés ou détruits. Les Britanniques, eux, n'en perdirent aucun. Ce n'était pas une victoire, c'était une annihilation. Mais la gloire eut un prix terrible. Au cœur de la bataille, Nelson fut atteint par une balle de mousquet tirée depuis le Redoutable. Blessé mortellement, il fut descendu dans la cale du Victory. Des heures durant, il agonisa tandis que ses hommes remportaient la victoire au-dessus de lui. Quand on lui annonça que la bataille était gagnée, il murmura ces derniers mots. « Dieu merci, j'ai fait mon devoir. » Et il mourut en héros. La nouvelle fit de lui plus qu'un amiral. Une légende nationale. Son souvenir vit toujours à Trafalgar Square, mais son véritable héritage était ailleurs, sur la mer. Trafalgar assura à la Grande-Bretagne la suprématie navale pour un siècle. Pour Napoléon, ce fut un désastre. Son rêve d'invasion s'évanouit à jamais. Peu importe la taille de ses armées, sans flotte, il ne pourrait jamais franchir la Manche. L'Angleterre resterait intouchable et continuerait de financer ses ennemis et de harceler ses routes commerciales. Trafalgar ne fut pas seulement une bataille gagnée en un jour. Ce fut le moment où la mer choisit son camp, garantissant à la Grande-Bretagne son avenir de puissance maritime mondiale. La gloire d'Austerlitz, la bataille des 3 empereurs. Un matin glacé de décembre 1805, la brume recouvrait les champs près d'une petite ville morave appelée Austerlitz. 3 empires s'apprêtaient à s'affronter. Les Français de Napoléon, les Russes du tsar Alexandre et les Autrichiens de l'empereur François. Ce serait la bataille des 3 empereurs, et elle offrirait à Napoléon sa plus éclatante victoire. La guerre avait éclaté après que Napoléon s'était couronné empereur lui-même. Geste qui scandalisa l'Europe monarchique. L'Angleterre, l'Autriche et la Russie formèrent la 3e coalition pour l'arrêter. Mais Napoléon réagit avec sa rapidité habituelle. En quelques semaines, son armée passa de la Manche au cœur de l'Europe centrale. À Ulm, il encercla et captura des dizaines de milliers d'Autrichiens. Vienne tomba peu après. Mais les Russes approchaient, et l'Alliance avait encore près de 90 hommes contre 75 français. Le plan allié était simple. Écraser l'aile droite française et forcer Napoléon à battre en retraite. À première vue, il semblait coincé, mais Napoléon avait préparé un piège. Il fit semblant de faiblir, amincit volontairement son aile droite et répandit des rumeurs de retraite. Les Russes et les Autrichiens, sûrs de leur victoire, tombèrent dans le panneau. Le 2 décembre, à l'aube, leurs colonnes attaquèrent l'aile française. Elle plia, recula, et le tsar crut déjà triompher. Mais en avançant, les Alliés avaient étiré et affaibli leur centre. C'est alors que Napoléon donna l'ordre décisif. Les divisions de Soult surgirent de la brume et montèrent à l'assaut des hauteurs de Pratzen, le point clé du champ de bataille. L'armée alliée se retrouva coupée en 2. La lutte fut féroce. L'artillerie française écrasa les masses russes. La cavalerie chargea des unités désorganisées. Et, dans une scène restée célèbre, des soldats russes en retraite furent poussés sur des étangs gelés, que l'artillerie fit éclater sous leurs pas, noyant hommes et chevaux dans l'eau glacée. À la fin de la journée, c'était un désastre pour les Alliés. Près de 30 morts, blessés ou prisonniers, contre moins de 9 pertes françaises. La coalition était brisée. L'Autriche signa rapidement la paix de Presbourg
cédant des territoires et payant de lourdes indemnités. La Russie se retira, humiliée. Seule l'Angleterre restait debout, mais sans alliés sur le continent. Austerlitz fut pour Napoléon son chef-d'œuvre. Il avait transformé une faiblesse apparente en piège parfait. Les stratèges du monde entier étudièrent ensuite cette bataille comme l'exemple idéal de ruse, de timing et d'audace. Mais ce triomphe avait un revers. Il renforça chez Napoléon une confiance qui pouvait tourner à l'arrogance. À Austerlitz, il se crut invincible. Cette illusion allait être durement brisée plus tard. En Espagne, en Russie et finalement à Waterloo. Mais en ce 2 décembre 1805, il régnait sans rival. Dans la brume et le givre d'Austerlitz, Napoléon avait peint son plus grand chef-d'œuvre, le blocus continental. La guerre économique contre la Grande-Bretagne. Imagine essayer de vaincre ton ennemi non pas avec des canons ou des charges de cavalerie, mais avec des marchés vides et des ports silencieux. C'était le pari de Napoléon quand il lança le blocus continental en 1806. Il savait que la France ne pourrait jamais rivaliser avec la marine britannique. L'échec des plans d'invasion et la défaite écrasante de Trafalgar l'avaient déjà prouvé. Mais s'il ne pouvait pas couler les navires anglais, peut-être pouvait-il étouffer leur commerce. L'idée était audacieuse. Couper toute l'Europe continentale des produits britanniques, tarir leurs richesses et regarder l'île puissante mourir de faim financière. Et ce n'était pas si fou. La force de la Grande-Bretagne reposait sur son commerce. Le coton venu d'Inde, le sucre des Caraïbes, les produits manufacturés expédiés partout dans le monde, tout passait par ses ports et remplissait son trésor. En interdisant les importations anglaises dans chaque pays qu'il contrôlait, Napoléon voulait assécher cette source d'or. Le décret de Berlin, 1806, puis le décret de Milan, 1807, instaurèrent une véritable guerre économique. Chaque allié, chaque État satellite, chaque pays conquis devait fermer ses portes aux marchands britanniques. L'Europe entière devait devenir un immense blocus contre cette nation de boutiquiers, comme aimait à dire Napoléon. Au début, le système semblait puissant. Des douaniers français surveillaient les frontières, les navires soupçonnés de transporter des produits anglais étaient saisis, les ports fermés. Des villes comme Hambourg, Amsterdam ou Venise virent leur commerce redirigé, les reliant davantage à l'économie napoléonienne. Sur le papier, le système couvrait presque tout le continent de Lisbonne à Varsovie. La Grande-Bretagne paraissait isolée, mais la réalité rattrapa vite l'idée. Les Britanniques étaient ingénieux. Si les ports européens se fermaient, ils se tournaient vers l'Amérique latine, l'Empire ottoman, ou bien passaient en contrebande dans les ports que Napoléon prétendait contrôler. Leurs marchandises entraient par l'Espagne, le Portugal, ou encore par les immenses côtes russes. La demande était trop forte, et l'argent trouvait toujours un passage secret. Pendant ce temps, c'est l'Europe elle-même qui commençait à souffrir. Les industries françaises ne pouvaient pas remplacer la qualité ou la variété des produits anglais. Les marchands du Nord perdirent leurs profits, les dockers leur travail et les paysans peinaient à vendre alors que le sucre et le café se raréfiaient. Les prix montaient, le mécontentement grandissait. Le blocus censé affamer la Grande-Bretagne finit par étouffer l'empire de Napoléon. Et puis, les fissures politiques apparurent. Le Portugal refusa d'obéir, ce qui attira Napoléon dans la péninsule ibérique et alluma la guerre d'Espagne. La Russie, elle aussi, trouva le blocus insupportable pour son économie. En 1811, le tsar Alexandre s'en retira et rouvrit son commerce avec la Grande-Bretagne. Ce geste de défi allait déclencher l'année suivante la désastreuse invasion de la Russie, le pari du feu et de la glace. Le blocus continental fut une idée brillante sur le papier, mais un échec total dans les faits. L'économie britannique plia sans jamais casser, tandis que l'empire napoléonien s'étouffait sous les pénuries et la contrebande. Finalement, ce ne furent pas les armées qui mirent fin à ce plan, mais la ténacité des marchands, l'appât du gain et une vérité simple. L'Europe ne pouvait pas survivre coupée du reste du monde. L'Espagne en flammes, les guérillas et la guerre d'Espagne. Quand Napoléon envoya ses armées en Espagne, il pensait que ce serait rapide. Une occupation simple, une couronne pour son frère Joseph et un royaume de plus sous son contrôle. Mais l'Espagne n'était pas comme les autres pays qu'il avait écrasés.
Le peuple espagnol ne resta pas les bras croisés, il explosa de colère. Ce qui commença au printemps 1808 devint l'une des guerres les plus sauvages et implacables de l'époque napoléonienne, un conflit si usant que Napoléon lui-même l'appela son ulcère espagnol. L'étincelle fut Madrid. En mai, les habitants se soulevèrent contre la garnison française lors du soulèvement du Dos de Mayo. Des gens ordinaires, forgerons, commerçants, femmes même prirent les armes avec des couteaux, des pierres ou tout ce qu'ils trouvaient. Les canons et les fusils français les massacrèrent, mais le message était clair. L'Espagne ne se soumettrait pas. Les représailles qui suivirent ne firent qu'alimenter la rage. Les exécutions ensanglantèrent les rues, immortalisées plus tard par le tableau bouleversant de Goya, le 3 mai. La terreur ne fit que renforcer la résistance. C'est là qu'un nouvel acteur entra en scène, la guérilla. De petits groupes de combattants, cachés dans les montagnes ou les villages, attaquaient les convois, tendaient des embuscades aux patrouilles, puis disparaissaient avant que les troupes régulières puissent les attraper. Ce n'étaient pas des soldats formés, mais des paysans et des partisans qui connaissaient chaque chemin, chaque ravin, chaque cachette. Les armées françaises, faites pour de grandes batailles rangées comme à Austerlitz ou Wagram, se retrouvèrent saignées à petit feu par des ennemis invisibles. Les lignes de ravitaillement devinrent dangereuses, le moral tomba, et les soldats redoutaient la campagne espagnole plus que tout. Mais les Espagnols ne combattaient pas seuls. De l'autre côté de la frontière, la Grande-Bretagne saisit l'occasion. Sous le commandement de Sir Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, les troupes britanniques débarquèrent au Portugal et avancèrent en Espagne, en coordination avec les partisans espagnols. La péninsule ibérique devint un cauchemar à plusieurs fronts pour Napoléon. Chaque fois qu'il pensait avoir écrasé la résistance, une autre bande surgissait. Chaque victoire française sur le champ de bataille laissait malgré tout un pays en flammes derrière elle. Pour Napoléon, jusque-là invincible, l'Espagne devint un bourbier. Elle lui coûta des soldats et des ressources dont il avait besoin ailleurs. Souviens-toi de Trafalgar, cette bataille lui avait déjà fermé la mer. L'Espagne lui ferma maintenant la terre. Et ce n'était pas qu'une question militaire. La brutalité de cette guerre-village incendiée, civils massacrés, représailles sans fin tourna l'opinion européenne contre lui. L'image de Napoléon libérateur des nations se brisa dans les flammes d'Espagne. Quand la guerre d'Espagne s'enlisa dans les années suivantes, elle devint l'un des conflits les plus sanglants de l'époque. Les avancées régulières de Wellington et la guérilla incessante finirent par repousser les Français. L'empire de Napoléon, qui semblait si solide à son apogée, portait désormais une plaie ouverte sur son flanc sud-ouest. L'Espagne en flammes montra à l'Europe une chose essentielle. L'empereur pouvait être vaincu, et une fois cette vérité révélée, elle se propagea partout, préparant la voie à des coalitions encore plus grandes contre lui. Des frères sur des trônes. L'empire dynastique de Napoléon. Imagine pouvoir distribuer des royaumes comme on distribue des cadeaux à un dîner de famille. C'est ce que fit Napoléon quand son empire s'étendit à travers l'Europe. Il ne se contenta pas de conquérir des territoires, il les remodela, créa des trônes et les offrit à ses frères, sœurs et beaux-frères. Une expérience audacieuse de politique dynastique qui donnait à l'Europe des airs d'entreprise familiale dirigée depuis Paris. Napoléon pensait que les liens du sang stabiliseraient son empire. En plaçant des proches sur les trônes, il resterait loyaux, appliquerait ses décisions et diffuserait son influence. Sur le papier, brillant, dans la réalité beaucoup plus compliqué. Prends Joseph, son frère aîné. Napoléon en fit d'abord roi de Naples, puis roi d'Espagne. Intelligent et cultivé, oui, mais gouverner l'Espagne tourna au cauchemar. Les guérillas espagnoles se soulevèrent sans relâche et la couronne devint un fardeau. La guerre d'Espagne épuisa la France et montra qu'on ne gouverne pas un pays seulement avec des liens familiaux. Louis, un autre frère, fut placé sur le trône de Hollande. Napoléon voulait qu'il applique le blocus continental contre la Grande-Bretagne. Mais Louis se souciait des Hollandais et refusa les mesures qui les pénalisaient trop.
Napoléon s'en irrita et le força à abdiquer. La loyauté familiale, visiblement, ne voulait pas dire obéissance aveugle. Il y avait aussi Jérôme, le Benjamin, fait roi de Westphalie, un État neuf taillé dans des terres allemandes. Jérôme profita du luxe, construisit des palais, donna des bals, mais son règne manquait de substance. Sans vraie autorité, son royaume se défit au gré des revers militaires. Les sœurs de Napoléon furent elles aussi titrées et mariées à des nobles européens, tissant la dynastie Bonaparte dans la politique du continent. Élisa gouverna la Toscane d'une main ferme, tandis que Caroline, mariée au maréchal Murat, devint reine de Naples quand Joseph passa en Espagne. Murat, flamboyant et courageux, incarnait autant l'éclat que l'instabilité de cette expérience dynastique. Ce patchwork de monarchie familiale devait créer un ordre impérial stable. En pratique, il alimenta souvent le ressentiment. Beaucoup voyaient ces souverains comme des marionnettes étrangères imposées par un empereur lointain. La résistance couvait partout, des villages d'Espagne aux campagnes d'Allemagne. Les autres monarchies se moquaient de cette dynastie d'arrivée, opposée à leur lignée séculaire, et pourtant un temps ça sembla fonctionner. Au début du XIXe siècle, une grande partie de l'Europe, bon gré mal gré, s'inclinait devant le nom Bonaparte. La carte brillait de couronnes napoléoniennes, son clan assis sur des sièges autrefois occupés par d'anciennes dynasties. Une ambition sidérante, comme si Napoléon voulait réécrire l'histoire par la seule force de sa volonté. Mais ces couronnes étaient aussi fragiles que fastueuses. Quand la fortune militaire tourna, les trônes tombèrent les uns après les autres. L'empire de famille, qui paraissait irrésistible, se révéla bâti sur le sable mouvant de la conquête. Et quand ce sable s'affaissa, ni frères ni sœurs ne purent empêcher l'édifice de s'écrouler, routes gelées et tempêtes qui montent. L'effondrement de la Grande Armée et la 6e coalition, tout commença dans le silence. Moscou brûlait derrière eux. Des rues vides, sans abri, sans vivres, sans victoire. La Grande Armée de Napoléon, entrée en Russie forte de plus d'un demi-million d'hommes, fit demi-tour. Au début, le temps était dur mais supportable. Puis vint novembre, et avec lui la vraie fureur de l'hiver. La retraite se transforma en cauchemar de survie, plus meurtrier que n'importe quelle bataille. Des colonnes d'hommes avançaient sur d'interminables routes blanches, le souffle gelant dans l'air, le givre accroché à des haillons où les uniformes s'étaient déchirés, les chevaux s'effondraient, les côtes saillantes de faim. On lâchait les mousquets parce que les doigts, engourdis, ne pouvaient plus les tenir. La nuit, les soldats se tassaient dans des fosses peu profondes, en priant de se réveiller. Beaucoup ne se réveillaient pas. Les Russes ne leur laissèrent aucun répit. Les Cosaques frappaient les flancs comme des ombres, disparaissant avant toute riposte. Les villages qui auraient pu nourrir les hommes étaient vides. La faim mordait aussi fort que le gel. On faisait bouillir des lanières de cuir, on mangeait les chevaux, et certains murmuraient même des histoires de cannibalisme. Puis vint la Bérésina. Sous un déluge de feu russe, on jeta des ponts de fortune sur l'eau glacée. Des foules d'hommes et de chariots s'y précipitèrent. Le chaos emporta des milliers de personnes, noyées ou abattues. Le noyau des forces de Napoléon réussit à s'échapper, mais à un prix terrible. Quand les survivants rentrèrent enfin en territoire ami, ils étaient moins de 50 000. D'un demi-million à une poignée brisée, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mais les chiffres ne suffisent pas des aigles enterrés sous la neige, des tambours muets, des vétérans réduits à des silhouettes vides, titubant comme des fantômes. Les routes gelées de Russie n'avaient pas seulement brisé une armée, elles avaient brisé l'aura d'invincibilité de Napoléon. Et partout en Europe, on observait. Imagine un géant qui commence à chanceler. Pendant plus de 10 ans, Napoléon avait été ce géant, dominant le continent et déplaçant les royaumes comme des pièces d'échiquier. Mais à présent, son armée détruite par le froid et le feu, l'Europe vit son occasion. Des ennemis qui le craignaient autrefois se dirent peu, être qu'on peut le vaincre. La 6e coalition ne naquit pas de l'amitié. La Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Suède et de plus petits États allemands se méfiaient les uns des autres, mais ils se méfiaient encore plus de Napoléon.
La Grande-Bretagne avait l'or. La Russie voulait se venger. La Prusse rêvait d'effacer l'humiliation d'Iéna. L'Autriche, liée à Napoléon par mariage, sentait le vent tourner. Chacun avait ses raisons, mais ensemble ils formèrent un mur. Napoléon, loin d'être passif, riposta avec une énergie désespérée. Au printemps 1813, il leva une nouvelle armée jeune et peu aguerrie. À Lutzen et Bautzen, il prouva encore son génie, repoussant Russes et Prussiens. Mais ses victoires sonnaient creux. Les coups écrasants d'Austerlitz ou de Wagram ne venaient plus. Ses ennemis ne s'effondraient pas. Ils se regroupaient et revenaient. Puis arriva Leipzig, la bataille des nations, en octobre 1813. Napoléon affronta plus de 300 000 coalisés avec à peine 200 000 hommes. Pendant 3 jours, les canons tonnèrent et les champs rougirent. Au début, il manœuvra brillamment. Mais le nombre parla. Des alliés comme la Saxe changèrent de camp en plein combat. Quand les Français voulurent se replier, un pont sauta trop tôt, piégeant des milliers d'hommes. La retraite tourna au massacre. L'armée sortit en lambeaux, l'invincibilité disparut. De retour en France, il se battit comme un lion acculé, remportant de vifs succès en 1814. Sa seule présence galvanisait encore. Des villageois le voyaient passer au galop, défiant, espérant un miracle. Mais le poids de l'Europe fut trop lourd. Paris menacé, même ses maréchaux réclamèrent la reddition. Les routes gelées de Russie avaient brisé son armée. La pression implacable de la 6e coalition brisa son empire. Pendant des années, Napoléon avait changé le continent. Désormais, c'était le continent, uni par la nécessité, qui changeait Napoléon. De l'exil aux 100 jours. Le retour audacieux de Napoléon, au printemps 1814, l'homme qui avait dominé presque toute l'Europe se retrouvait acculé. Son empire, bâti au fil de campagnes incessantes, s'effondrait. La désastreuse retraite de Russie avait englouti une armée entière et brisé son aura d'invincibilité. Il recréa des forces, livra encore des batailles brillantes à Champaubert ou Montmirail, mais la coalition Angleterre, Russie, Prusse et Autriche était trop forte, trop unie. En mars, les troupes alliées entrèrent dans Paris. La capitale de son empire tomba sans lui. De retour, furieux mais impuissant, Napoléon dut constater la trahison. Ses maréchaux épuisés refusaient de continuer, les ressources manquaient, et même le Sénat se retourna contre lui. En avril, il abdiqua. Il voulut transmettre la couronne à son fils, le roi de Rome, mais les Alliés exigèrent son départ. Pas de procès ni d'exécution, de peur d'en faire un martyr. L'exil. On lui laissa régner sur une minuscule île, l'Elbe, avec quelques centaines d'hommes et un drapeau. De maître de l'Europe à souverain d'un caillou méditerranéen, son adieu à la garde impériale à Fontainebleau marqua les esprits. Les vieux grognards pleuraient tandis qu'il embrassait l'aigle et lançait « Je ne peux pas vous embrasser tous, mais j'embrasse votre général ». Sur l'Elbe, il se lança dans des projets locaux, mais chacun savait qu'un tel homme ne resterait pas inactif. En France, le mécontentement grondait. Louis XVIII, le roi Bourbon restauré, ne ralliait pas les cœurs, le retour des aristocrates et des privilèges déplaisait, et beaucoup regrettaient Napoléon. Les vétérans murmuraient son nom. En mars 1815, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Napoléon s'était échappé. Avec quelques fidèles, il débarqua sur les côtes françaises et marcha vers le nord. Au départ ridicule, un exilé avec une poignée d'hommes. Mais à Grenoble, face à un régiment royal, il ouvrit son manteau. « Si quelqu'un veut tuer son empereur, me voici. » Pas un coup de feu. Les soldats l'acclamèrent. Peu à peu, son cortège devint une armée, accueillie par fleurs, cris et souvenirs de gloire. Le 20 mars, il entra à Paris. Le roi avait fui, et l'aigle flottait de nouveau sur les Tuileries. Mais l'Europe réagit aussitôt. On le déclara hors la loi. La 7e coalition se forma pour l'écraser. Napoléon agit vite. Son plan, frapper en Belgique avant que les armées alliées ne se rejoignent. Battre Wellington et Blücher, puis négocier. Il rassembla des troupes, ranimant la ferveur d'une nation fatiguée mais encore fascinée par son chef.
Il publia des décrets de réforme, voulant apparaître non comme un tyran, mais comme un dirigeant du peuple. Mais il savait, tout dépendrait d'une victoire fulgurante. Cette victoire, il l'espérait en juin, près d'un village appelé Waterloo. Les 100 jours étaient déjà un des plus grands retours de l'histoire. Un homme déchu, revenu défier rois et empires pour un ultime pari. Audacieux, insensé, inoubliable.